The truth. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle de la Corrado. Je vous montre tous les préparatifs que j'ai fait juste avant de passer le contrôle technique. Je vous montre aussi quelques autres bricoles, le résultat du contrôle technique, bien sûr le résultat final après toute cette restauration. J'espère que ça vous plaira. Désolé s'il y a des incohérences, à la base je pensais faire une seule vidéo pour tout finir et je me suis rendu compte à force de filmer qu'il me restait pas mal de choses à faire et j'étais à déjà plus d'1h20 de vidéo, ça fait beaucoup trop long, donc je pense que ça va être scindé en 2 ou 3 vidéos. En attendant, je vous laisse dans celle-ci et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Donc je vais commencer par remonter le plastique qui va sous le coffre. Pour ceux qui suivent, vous avez vu que j'avais pas les vis, les 6 vis en plastique qui manquaient. Donc je les ai commandées, c'est introuvable. Enfin c'est introuvable, il n'y a qu'une seule personne en Allemagne que j'ai trouvé en tout cas qui les refabrique en impression 3D. Donc elles sont ici, je les ai reçues. Donc 33 € pour ça. Donc il a été gentil, il m'en a fait une cadeau, il y en a 7 au lieu de 6. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en place dans l'intérieur des trous. Et je vais les mettre en place là-dessous. Et puis ensuite, on mettra en place et ça finira bien à l'intérieur du coffre. Et voilà, ça c'est monté, donc ça fera nickel, ça tient super bien, donc je suis super content. Bien sûr, il m'en reste un, mais bon, ça c'est pas grave, c'est en secours au cas où j'en pète un. C'était gentil de sa part d'en donner un en plus. Normalement, il y a peut-être des caches en plastique qui viennent par-dessus de la couleur grise. Mais bon, je vous explique même pas. Déjà que c'est impossible de trouver les vis, alors les caches en plastique par-dessus de couleur grise en plus, je pense que c'est encore plus impossible. Je suis même pas sûr que ça existe, mais par exemple, sur les vis qu'on voit ici, il y a des petits caches en plastique gris. Bon, par chance, moi je les avais encore. Bref, pour ça c'est fini, ça tient bien, ça finit bien l'intérieur du coffre. Alors après ça peut paraître normal pour ceux qui en ont, mais moi c'est vrai que j'avais le plastique intérieur sans les vis, donc je pensais que ça serait plus simple d'en trouver. Maintenant c'est chose faite. Aujourd'hui c'est le jour du contrôle technique, donc je ne vais pas avoir le temps de tout finir aujourd'hui bien sûr, mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer de réparer les cylindres blocs d'échappement qui ont lâché, qui ont tenu même pas 100 km. Pour rappel c'était des Bosal. Alors après il y en a 2 qui ont tenu, mais c'est une autre sorte de cylindre bloc, je vous remontrerai encore dans cette vidéo. J'en ai racheté, alors j'étais obligé de les acheter par 6, mais c'est des Metal Gaucho, alors je connais Metal Cocho, pardon. Alors je connais pas plus, j'ai déjà entendu de nom. Il y a des personnes dans les commentaires et par message privé aussi qui m'ont dit qu'ils avaient essayé plusieurs marques. Si je me souviens bien, Febi, Top Ran, des choses comme ça, Monroe peut-être. Et il me semble qu'à chaque fois ça lâchait, que vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé de mettre des renforcés. Alors c'est pas que je veux pas en mettre, c'est que par rapport au timing, j'avais pas le temps d'en commander sur internet. Trouver des renforcés dans des magasins en vente par chez moi, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, il y a une grande chaîne de distribution qui a même pas me su donner une référence. Une autre chaîne de distribution qui en avait qu'un seul, il m'en fallait 3. Heureusement, dans un petit revendeur dans une ville à côté de chez moi, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'en fournir au moins 6 en tout cas le lendemain, donc juste avant le contrôle technique. Pourquoi je veux absolument les changer? Parce que je vise quand même le 0 défaut, même si je suis persuadé qu'il y aura toujours un défaut. Mais ça serait dommage d'avoir un petit défaut pour rien à cause de ça, surtout que j'avais prévu de les changer. Donc je vais lever la voiture avec le pont et je vous remontre tout ça quand c'est éclaté, ceux qui sont éclatés et ceux qui ont tenu. Donc voilà, la voiture est en l'air. J'avais mis des résans pour tenir la ligne quand même, pour pas qu'elle tombe. Bon, elle tombait pas parce que j'avais encore les 2 à l'arrière du silencieux, comme ça qui tenaient bien, je vais vous montrer tout de suite. Et les résans, ils ont déjà tenu 3 fois plus longtemps que les cylindres blocs. Pour rappel, les cylindres blocs, ils ont tous pété comme ça, les 3. Alors les autres sont coupés là parce que je me suis pas fait chier pour les démonter, mais celui-ci, je voulais vous montrer, voilà, on voit bien que ça a bien lâché ici. Alors d'origine, la petite membrane ici, elle n'est pas percée, il faut la percer pour passer les crochets. Est-ce que ça crée une amorce et que ça fait percer et que ça fait couper le caoutchouc? Je sais pas, peut-être une mauvaise conception de la part des équipementiers, je sais pas. Bon, dans tous les cas, celui-ci il est mort. Ceux que j'ai rachetés, ils ressemblent beaucoup, mais bon, on verra si ça tient. Comme je disais, ce qu'il y a ici, ce sont des anneaux, et ceux-ci, donc celui-ci, on peut voir qu'il n'est pas du tout pété, et celui-ci non plus, ceux-ci tiennent bien. J'aurais voulu prendre les mêmes, mais en fait ils sont plus longs, donc en fait j'avais peur que la ligne soit trop basse. Bon bref, vous m'avez compris, j'aime bien aussi quand c'est un petit peu d'origine. Et les autres qui ont lâché étaient là, et comme vous voyez ici, les rivets pareil, ils tiennent beaucoup mieux que les cylindres blocs. Bon c'est parti, quand même je vais mettre des cylindres blocs, j'ai pas envie d'avoir une erreur à cause de ça. Bon, les nouveaux, les voici, c'est ceux de gauche, donc c'est sensiblement les mêmes. La matière a l'air légèrement différente, peut-être que c'est juste une sensation. Dans tous les cas, je vais les monter, je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire des analyses non plus. Je vais les monter en espérant qu'ils tiennent au moins les 30 km jusqu'au contrôle technique. Et puis même s'ils relâchent après, ça m'embêtera quand même, mais au moins ça aura tenu pour le contrôle, pour au moins vérifier à ce moment-là. Les cylindres blocs sont montés, je vais maintenant vous montrer un petit peu plus en détail. Alors pourquoi je vais vous montrer en détail, je vais vous expliquer. Là, j'ai monté le cylindre bloc, comme on peut voir. Ça force même pas du tout. À l'arrière, il est même presque libre parce que je pense que les autres le tiennent quand même assez bien. Là, on peut voir que j'ai décalé le crochet pour qu'il soit le plus possible dans l'axe. Donc, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté.
Ensuite, au niveau du silencieux central, j'ai quand même dévissé un petit peu toutes les lignes pour pouvoir tout recentrer. On peut voir que le silencieux central est légèrement trop en avant par rapport au crochet, de ce côté et de ce côté aussi. Mais dans tous les cas, je pense pas que ça doit gêner parce que lorsque ça accélère, le moteur a tendance à plutôt pousser la ligne en arrière quand ça chauffe aussi, lorsqu'elle s'allonge. Donc je pense pas que ça soit trop grave. Pareil, ici, on peut voir un petit peu dans l'ensemble que ça force vraiment pas. Même si je tire vers le bas, eh ben, ça remonte facilement. Je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai quand même dévissé ici. Alors le silencieux c'est un adaptable mais qui est quand même de type origine. J'ai quand même dévissé ici pour pouvoir l'arranger le mieux possible. Le silencieux central, on va dire si on est vraiment, et encore je suis même pas sûr, j'allais dire qu'il penche un peu vers la droite et encore pas trop. J'ai essayé de le redresser au maximum parce qu'il penchait un petit peu vers la droite sans les cils en bloc. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'il y en a certains qui ont douté que la ligne était peut-être un petit peu mal montée, un petit peu décalée, ce qui faisait forcer sur les cils en bloc. C'est une remarque qui était tout à fait probable, hein, il n'y avait pas de souci, j'aurais pu me poser la même question, mais j'étais quand même assez sûr de mon montage parce que j'avais pris le temps pour ça. Donc est-ce que c'est vraiment des cils en bloc de merde comme certains le pensent? Moi le premier. J'ai l'impression. J'espère que ceux-ci tiendront mieux, même si physiquement c'est exactement les mêmes, hein, donc on verra bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à autre chose. Je vais essayer de rouler tranquillement jusqu'au contrôle technique pour qu'au moins ils tiennent sur cette distance. Et puis on verra par la suite, dans la suite de cette vidéo, je vous en reparlerai sûrement. Pour être 100% honnête, juste avant le contrôle technique, j'en ai profité pour essuyer un petit peu sous le moteur. Bon, j'avais une micro-fuite, un petit peu d'huile, un petit peu tout le tour. J'espère que c'est le temps que le joint de carter se fasse, parce que j'ai vu que ça sointait légèrement, c'était un petit peu humide autour. Alors le niveau d'huile ne bouge pas, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un petit peu d'huile qui sort. J'en ai enlevé un petit peu aussi sous le contrepoids là ici, que ça avait sûrement coulé. Je revérifierai ça un peu plus tard. Là j'ai nettoyé avant le contrôle technique pour éviter un défaut étanchéité moteur, celui que tout le monde connaît j'imagine. Bon, si j'ai le défaut étanchéité moteur, bah tant pis, de toute façon ça sera le cas, mais si je peux l'éviter ça serait pas mal en essuyant juste avant. Bon, quand je parle d'étanchéité moteur et de problème d'huile, c'est de cet ordre-là. Je ne vais pas faire peur à tout le monde. C'est parce que moi, j'ai refait le moteur en entier. J'aimerais qu'il y ait zéro fuite. Bon, c'est sûrement un petit peu gras aussi du départ, hein, le temps que les joints se fassent un petit peu. C'est les premiers tours de roue. Donc voilà, c'était pas non plus très sale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rader au niveau des roues avant. Pour ceux qui suivent, vous avez vu que j'ai refait les jantes à neuf, que je les ai équilibrées parfaitement à zéro avec des pneus neufs. Et pourtant, à 100 km/h, j'ai une petite vibration. Alors j'ai un petit doute de savoir ce que c'est. Je vais le tenter maintenant, comme ça je pourrai le vérifier en roulant. J'ai aussi tous les trains qui sont neufs. La géométrie a été faite, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des vibrations. Même malgré que ça soit une voiture ancienne, comme certains le justifient dans leurs annonces. C'est une voiture ancienne, donc ça peut justifier des défauts. Non, pour moi, c'est pas le cas. Je suis assez perfectionniste à ce niveau-là, donc je vais démonter de ce côté parce que je sais qu'il y a un petit défaut. Je vous le montre dès que la roue est démontée. Donc le défaut que je vous parlais, c'est celui-ci. C'est peut-être pas ça le problème, hein. En fait, ici, on peut voir qu'il y a des marques de peinture de la jante, parce que moi, j'ai repeint les jantes, pardon, en entier, autant intérieur que extérieur. Et c'est vrai que sur la surface d'appui, j'aurais peut-être pas dû, parce que la peinture, c'est quand même une surface relativement fragile, surtout que là, c'est pas de l'époxy. Ça suffit largement pour des jantes, hein. C'est un vernis fait exprès pour des jantes et tout. Mais c'est vrai que pour les chocs et les contacts, on va dire serrés, parce que là, c'est quand même serré avec les vis, et ben, je pense que c'est quand même assez fragile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter tout ça. Je vais rader de l'autre côté de la jante à l'intérieur, je vous montrerai. Si c'est trop abîmé, peut-être que je gratterai toute la surface pour qu'il y ait vraiment un contact et que ça fasse bien plat. Là, dans mon esprit, dans ce que je pense, c'est que ça fait un petit peu comme s'il y avait une petite rondelle de décalage. Il suffit qu'il y ait plus de peinture ici que de l'autre. Bref, j'imagine que vous avez compris. Je vais gratter pour faire vraiment une surface propre, pour qu'il y ait vraiment un contact bien plat. Je remonterai la roue, je vais faire pareil de l'autre côté, bon je vous montrerai pas. Et ensuite, je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo si ça a calmé les vibrations à 100 km/h. Pour ce qui est de l'intérieur de la jante, alors oui c'est un peu rouge, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, il y a eu des vapeurs qui sont un peu échappées, mais je ferai un nettoyage un petit peu complet de la voiture un petit peu plus tard. Donc là, comme on peut voir, toute cette surface, ici, je pense que je vais la décaper. En tout cas, je vais la gratter au moins avec une grosse lame de cutter. Comme ça, j'aurai des surfaces bien planes, j'aurai pas de doute de ce côté-là. Je pourrai refaire un essai, et puis on verra si vraiment j'ai encore des vibrations. Je repasserai les roues à la machine. En plus, je l'ai à la maison, donc c'est pas un souci. Là, elle est un petit peu encombrée, donc je peux pas le faire tout de suite, et j'aurai pas le temps avant le contrôle technique. Mais je vais déjà essayer avec ça, et puis ensuite, on verra si ça a changé quelque chose. J'ai remonté les roues que j'ai serré au couple, alors ça fera rire certains mais c'est pas grave, moi je préfère faire comme ça, au moins je suis sûr de pas les perdre. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais regarder le faisceau de phare du côté, enfin le faisceau, quand je parle du faisceau c'est la lumière, pas les câbles, du côté droit parce que c'est vrai qu'il est un peu bizarre. L'autre, pour rappel, j'ai changé le fond de phare,
il va très très bien. Et celui-ci a un faisceau lumineux qui est pas génial, en tout cas qui me plaît moyen. Alors ça éclaire très bien sur la route parce qu'avec le faisceau modifié qui a été rajouté par rapport au problème des faisceaux sur les Corrado, enfin bref, demandez-moi en commentaire si ça vous intéresse, ça éclaire très bien. Et après celui-ci, le faisceau est pas très net. Le problème au contrôle technique, c'est si y a un risque d'éblouissement, et ben ça peut être en contre-visite. Donc je vais regarder ça en premier, et si j'ai encore un peu de temps, on regardera aussi le calage de l'allumage pour ce petit problème. Vous m'avez dit aussi que ça pourrait être aussi un peu des bulles d'air dans le circuit d'essence. Alors ça va être un petit peu plus compliqué à régler parce que je vois pas vraiment d'où ça pourrait venir. J'imagine que ça aurait pu se purger depuis le temps que je roule avec, et pourtant ça continue de me le faire un petit peu. Donc je vais voir d'abord du côté de l'allumage. Si j'ai pas le temps aujourd'hui, je le ferai plus tard, c'est pas un souci. Et là pour le moment je vais rader pour ce phare avant. Alors en regardant comme ça, on dirait que ça éclaire tous les deux bien. Ça ferait légèrement jaune à droite, et encore, bon, faut vraiment être perfectionniste pour voir ça. Lorsqu'on descend, on peut voir que celui-ci à droite éclaire un petit peu mieux. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra. Je vais essayer de vous montrer sur le réglo-phare. Donc j'ai mis mon réglo-phare en place, il est au même niveau que le phare. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur, alors je sais pas si ça va faire la netteté, on peut voir que le faisceau est bien net, le trait du haut est bien net et ça fait bien le relevage. Il est légèrement trop haut, je vais le rebaisser un petit peu pour être sûr, et je vous montre après pour le second. Pour le deuxième phare, donc le droit, on peut voir que le faisceau est vraiment pas très net. Alors déjà il est certainement un peu trop haut, donc je vais déjà le baisser et voir ce que ça peut donner un petit peu plus bas. Bon, je trouvais ça louche, on fait tous des conneries, hein, mais bon, heureusement que je m'en rends compte. En se rapprochant, je sais pas si ça se verra bien, mais en fait l'ampoule est pas dans l'axe, elle est mal mise. Donc je vais essayer de remettre bien l'ampoule, et je pense que ça devrait déjà solutionner pas mal le problème. Bon, je sais pas si vous verrez, mais déjà le faisceau ça sera déjà beaucoup mieux, ça part pas en couille comme avant. Donc du coup j'en ai profité pour démonter la boîte à air pour avoir un meilleur accès. Et j'ai aussi démonté la calandre parce que pour le réglage droite-gauche du faisceau, ça se fait sur le côté avec la petite molette blanche qu'il y a ici. De l'autre côté c'est pareil. Le côté droite-gauche c'est un petit peu moins vérifié au contrôle technique, bon sauf s'il y a vraiment un gros écart, hein. Mais c'est quand même bien que ça soit à peu près centré. Moi avec mon appareil, vu que j'ai pas le laser et ni le système pour pouvoir l'aligner par rapport à la voiture, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de vérifier ça aussi. Je remonte tout ça, normalement ça devrait être bon. Je l'ai mis légèrement plus bas parce que quand il est un peu haut, vu que le faisceau est pas très propre, il y a un risque d'éblouissement. Je prends pas trop de risques, je préfère qu'il soit un petit peu trop bas pour le contrôle technique, quitte à le relever légèrement après. Bon, c'est pas génial, mais pourquoi pas. Au moins ça passe au contrôle technique. Pour les anti-brouillards, celui-ci j'ai réussi à le régler un petit peu. L'autre, la vis est à moitié foirée, donc j'ai d'autres anti-brouillards. Je verrai pour récupérer la vis. Aujourd'hui c'est un peu trop tard, de toute façon il sera trop bas. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis maintenant ce que je fais, c'est que je remonte tout ça et je regarde si j'ai le temps pour regarder l'allumage. Bon voilà, j'ai remonté la boîte à air, la calandre. Finalement j'ai réfléchi, en fait l'ampoule, je disais que c'était ma faute, bon peu importe la faute à qui c'est. Mais en fait ce feu je l'ai jamais ouvert, je l'ai jamais touché, donc en fait c'était l'autre que j'avais retouché. Bref, encore une chose qui était pas très bien faite. Je vais fermer le capot, je ne ferai pas l'allumage aujourd'hui. En fait, j'ai envie de faire comme il faut, j'ai envie de faire vraiment de repartir à zéro, ce que personne ne fait d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai acheté des rallonges de comparateur, je voudrais vérifier et remesurer exactement où est mon poids mort au niveau du cylindre numéro 1, le marquer au feutre sur mon volant moteur et régler mon allumage par rapport à ça. Ça sera peut-être un petit peu plus précis que les repères approximatifs qu'il y a dans ce moteur, comme je vous ai évoqué un petit peu dans les vidéos précédentes. Donc je préfère prendre le temps pour faire ça. Là je vais être un petit peu juste, il faut encore que je range les autres véhicules avant quand j'aurai sorti celle-ci. Donc je préfère prendre mon temps. La direction de contrôle technique, j'essaierai de vous faire 2-3 images là-bas et je vous dirai le résultat une fois que ça sera fini. Bon voilà, je suis sorti du contrôle technique. Donc le contrôle technique, ben bon, il est favorable. Je m'y attendais un petit peu. J'ai un seul défaut, et je m'en doutais aussi un petit peu. Alors la personne qui fait le contrôle technique, je le connais depuis très longtemps, mais il est intransigeant par rapport aux défauts. Il n'y a pas moyen de négocier avec lui. D'un côté, c'est pas plus mal non plus. Donc comme on peut voir, le seul défaut, c'est le réglage de feu brouillard avant. Donc avant gauche, avant droit. J'ai l'avant droit que j'avais essayé de régler. J'avais rabaissé le plus possible parce que s'ils sont trop hauts, ça peut être une contre-visite si je me trompe pas. Donc du coup je voulais quand même éviter la contre-visite dans tous les cas. Au niveau de l'anti-brouillard gauche, alors c'est des anti-brouillards jaunes, j'avais les blancs à la base, à voir ce que je fais. Donc du coup l'anti-brouillard gauche, la vis est un petit peu foirée. Donc du coup il va falloir que je fasse quelque chose, que soit que je change la vis, la tête de vis bien sûr, soit je change la tête de vis pour pouvoir le régler, soit je remets les blancs. Dites-moi dans les commentaires, vous ne m'avez pas dit dans la vidéo d'avant, donc ça pourrait m'intéresser. Bon, pour le moment les jaunes vont rester sûrement. Pour le kilométrage, on peut voir qu'il a très peu évolué, donc ceux qui suivent les vidéos, vous avez peut-être compris un peu pourquoi. Le compteur avançait plus vraiment, ou une fois sur deux, c'est pour ça qu'il y a très peu de kilomètres. Maintenant c'est résolu, le kilométrage fonctionne parfaitement. 139 054, on peut voir que j'ai fait, je sais plus, 400 km, 500 km à peu près, depuis que je l'ai remis en route, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Pour le reste du contrôle technique, pour les petits détails, vu que je vous montre souvent les petits détails, le ripage, je suis à 0,5 m, moins 0,5 m, donc je ne sais pas dans quel sens c'est. Droite-gauche, j'imagine que c'est vers la gauche, je ne sais pas. Dans tous les cas, je suis largement dans la tolérance qui est de moins ou plus 8 mètres par kilomètre. Donc merci encore à toi Tristan d'avoir fait la géométrie. Pour la suspension, bon bah j'ai pas un gros déséquilibre, mais un petit peu quand même à l'arrière, 14%. C'est la limite, elle est à 30%, donc c'est bon. Force verticale, donc ça peut aussi nous donner une indication sur le poids. Donc comme on pourra voir ici, ça fait pile poil 1120 kg. Donc 1120 kg, c'est le poids qui est annoncé pile poil sur le poids d'une Corrado G60. Pour donner un ordre d'idée, une Golf 2 G60 c'est annoncé à 1080 kg. Donc il y a 40 kg d'écart entre les deux, pas 200 kg comme certains disent. Enfin bon, ça c'est. Vous pouvez le voir en tous les cas sur votre contrôle technique avec la force verticale. Bon, bien sûr, il ne faut pas que vous ayez deux cadavres dans le coffre, sinon ça fausse tout. Après, pour le déséquilibre des freins de freinage, 3,9%, c'est correct. Mon ami était très surpris qu'elle soit dans un super état. Donc super, je suis super content. Dans tous les cas, le contrôle maintenant il est passé. Donc il manque plus qu'à le coller là-bas sur le pare-brise. Et puis ça sera bon pour ce côté-là. Pour ce qui est du CO, 0,79%, c'est parfait. En fait, j'étais tout content parce qu'il allait me laisser régler le CO avec sa machine de contrôle technique. Et au moment où c'est qu'on a regardé, 0,79. Pour savoir, sur ce moteur, c'est conseillé de régler à 0,7 plus ou moins 0,4. Donc c'est-à-dire de 0,3 jusqu'à 1,1%. Donc bon, niveau 3,5 par rapport aux années, ça passe largement en contrôle technique. Et pour avoir un bon réglage, on va dire, il faut le régler vers 0,7 à plus ou moins 0,4. Donc là, 0,79%, c'est parfait. En réalité, il oscillait un petit peu entre 0,5 et 1. Mais en moyenne, voilà, il était à 0,79. Donc c'est parfait, j'ai même pas besoin de le toucher. Il manquerait éventuellement à racheter un petit bouchon de sécurité pour pas que quelqu'un touche au réglage. Mais ça, c'est un petit détail, à voir si j'en trouve un à l'occasion. En parallèle du contrôle technique, je me suis fait plaisir, je me suis fait graver une clé d'origine, G60. Donc voilà, ça fait plaisir. Quand on l'ouvre, bien sûr il y a la clé. Et puis quand on appuie, il y a une petite lumière comme ça pour la nuit, pour voir la serrure. Bon, c'est un petit peu gadget, mais ça fait plaisir d'avoir une clé assez propre pour remettre avec la voiture qui est nickel maintenant. Pour ce qui est de la vibration à 100 km/h, comme j'en ai parlé un petit peu avant, elle est toujours là. Donc ce que j'ai fait, ça n'a pas servi à grand chose. Il ne manquera plus qu'à ressortir les roues, enfin redémonter les roues avant pour refaire un équilibrage. J'ai la machine à la maison, donc j'en profiterai. Pour vous, ça sera dans la suite de la vidéo, mais pour moi, ça sera dans quelques jours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en profiter un petit peu et puis finir les derniers détails qui restent à faire pour qu'elle soit vraiment totalement finie. Il y a quelques jours, j'ai acheté un poste d'origine, donc le Gamma 3, Volkswagen Gamma 3, donc c'est vraiment un poste d'origine, je vous montrerai juste après. Il n'est pas évident à trouver d'origine, bon je l'ai payé un petit peu cher, c'est vrai, il vient de Lituanie, il vient d'un petit peu loin. Alors comme on peut voir là, on va dire tout de suite, là il y a un petit défaut, il y a une petite rayure, mais je le savais avant de l'acheter, c'était bien sur les photos. Donc après c'est compliqué à trouver, donc j'ai pris celui-là, il me plaisait bien. Donc là j'ai eu des petits soucis de branchement, je vous en parlais tout de suite, mais là il marche bien. Donc là le volume c'est ici, quand on met tout à gauche ça l'éteint, et là quand je mets le contact, il va bien s'allumer. Alors je vais pas vous mettre trop la musique, bon c'est la radio. Donc là il n'y a que les enceintes sur le tableau de bord qui fonctionnent, c'est normal, dans les portes j'en ai pas, et à l'arrière c'est pas branché. Donc à voir après pour les enceintes, ce sera sûrement dans la suite de la vidéo. Déjà pour le poste il fonctionne, là pour le moment il est branché vraiment au minimum. Je vais couper le contact comme je vais vous montrer, donc voilà. Donc en fait contrairement à un branchement ISO, le plus après contact et le plus permanent sont inversés. Alors j'avais un petit peu du mal à le faire fonctionner au début à cause de ça, mais en fait j'ai inversé les câbles parce que je me suis rendu compte que c'était ça le problème. Et du coup le plus permanent est bien inversé par rapport au plus après contact. Après il y a d'autres branchements qui me manquent, là c'est vraiment un minimum parce que les branchements derrière ils avaient été un petit peu rafistolés. Il me manque le branchement pour l'éclairage du poste en même temps que les phares et le branchement pour la fonction Gala. La fonction Gala c'est l'augmentation du son par rapport à la vitesse au compteur. Bon ça peut paraître gadget, mais autant que si ça existe, autant que ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer, je vais vous montrer un petit peu le branchement. Donc comme vous voyez, les fils ils ont été, ça a été modifié. Alors ça c'est la cosse pour les enceintes. Ça je verrai un petit peu plus tard, je vais sûrement enlever tout ça, souder les fils. Moi je préfère souder les fils plutôt que de mettre ça. Et de ce côté c'est la prise, on va dire, d'alimentation. Donc le fil jaune, normalement il est à la place du fil rouge et le fil rouge à la place du fil jaune. Comme on peut voir ici c'est la masse. Le orange c'est une autre fonction, mais on va dire que les trois fils principaux c'est le noir, le jaune et le rouge sur un branchement ISO. Si on suit les fils, le jaune est bien pris sur les câbles d'origine. Alors bon, c'est un peu difficile à vous montrer. Voilà. Le jaune est bien pris sur le fil rouge et blanc ici.
En fait, c'est pas les mêmes couleurs d'origine. Donc en fait, moi je vais essayer de me reprendre dessus. Alors je pense remettre des prises comme ça. J'en ai d'autres ici, là d'ailleurs. J'en ai une autre juste ici. Bon, bien sûr, il faudra inverser les fils. En plus, sur celle-ci, c'est bien écrit que le fil jaune, alors comme vous voyez ici, les branchements vont être différents. Comme vous voyez ici, les branchements sont différents. Comme je disais, le jaune et le rouge sont inversés. C'est normal, sur celui-ci, c'est moi qui les ai inversés. Et quand on regarde sur le jaune, donc ça c'est bien des branchements ISO, même sur le rouge. Donc là c'est bien Ignition Switch. Bon, j'arrive pas à le dire, mais vous avez compris, c'est le plus après contact. Et le jaune ici, et le jaune ici, c'est écrit constante. Donc c'est bien le plus permanent. Donc là c'est bien inversé. Le noir c'est la masse. Donc bon, dans tous les cas, il faudra refaire tous les branchements, mais je voulais voir déjà s'il fonctionnait à peu près. Ce poste, la particularité qu'il a, c'est qu'il n'a pas de cadre, comme les postes modifiés. Au fond, ici, il y a un trou qui se met avec le caoutchouc qu'il y a derrière. Et ensuite, il se clip directement ici. Donc normalement, ça doit faire une jolie façade. Alors, je ne vais pas le clipper tout de suite, parce qu'après, il faut des pics pour pouvoir le sortir. Enfin, un outil un peu spécifique. Tant que ça ne sera pas tout fini, je ne le mettrai pas totalement. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu l'avancement dans cette vidéo. Bon, je ne vais pas y faire aujourd'hui, mais bon, pour vous, ça sera dans cette vidéo. Je vais certainement changer les enceintes avant. L'autre particularité, c'est que ce poste, c'est un 4x7 watts. Donc, je pensais que ça suffirait pas. Là, les essais que j'ai fait, c'est que juste avec les enceintes du tableau de bord, ça a l'air déjà de bien envoyer. Donc, je suis un peu dans le doute. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. J'ai la référence des enceintes d'origine que je n'ai pas ici à l'avant, qui sont normalement amplifiées. En fait, le poste n'est pas amplifié, mais les enceintes avant sont amplifiées. D'origine, c'est comme ça, avec le système Active. À voir, il faudrait que j'essaye. Alors, j'ai des enceintes qui ne sont pas de cette taille, mais j'ai des enceintes de côté. J'essaierai peut-être de les brancher, qui ne sont pas amplifiées, bien sûr, des enceintes classiques. J'essaierai peut-être de les brancher à l'avant, écouter la puissance du son, et puis réfléchir si je mets des enceintes classiques, si ça suffit, ou si je refais tout un montage. Alors, soit avec des enceintes d'origine, soit avec un ampli et 4 enceintes modifiées, mais l'ampli à l'arrière du poste, il n'y a pas de sortie RCA, donc il faudrait faire une adaptation. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Je vous tiendrai au courant quand ça sera un petit peu plus avancé de mon côté, mais déjà je suis content d'avoir un poste d'origine. Bien sûr, ça va virer. Je pense mettre un range cassette à cet emplacement, ça ira bien avec le poste cassette Gamma 3. Et une dernière chose, dans le coffre, il y a une étiquette qui donne toutes les options d'origine. Et d'origine, elle avait bien ce poste, elle avait bien aussi le range cassette, donc ça tombe bien. Et en plus, comme on peut voir sur le côté, la référence 357, c'est bien d'origine, ça a bien été prévu pour les Corrado d'origine. Donc c'est parfait de mon côté. J'ai vu une petite bricole aussi, c'est que là, la petite LED qui devrait avoir ici rouge, qui devrait clignoter. Alors déjà, il doit manquer le petit capuchon rouge. J'ai vu sur d'autres photos qu'il y a un petit capuchon rouge normalement. C'est un petit détail, pour moi c'est pas très grave, hein. Je ne l'ai pas acheté pour cette LED qui clignote. Visiblement ça fonctionne pas, peut-être que la LED n'y est plus. À voir si je démonte pour peut-être arranger ça, mais bon, dans tous les cas, je suis déjà bien content d'avoir le poste dans cet état. Aujourd'hui j'ai reçu une poignée de sièges conducteurs que quelqu'un m'a gentiment envoyé, donc merci à toi JB. Donc la différence avec celle que j'avais, comme je disais, c'est que la forme est dans l'autre sens. Alors le problème c'est que moi c'était une de passagers, alors c'était bien pour relever le siège, c'était bien pratique, mais le problème c'est que la ceinture se prend souvent à l'intérieur et se bloque, alors qu'avec une d'origine qui est dans ce sens, et ben, elle a plus tendance à coulisser. Donc c'est un petit détail, mais ça a quand même son importance. Donc c'est parti pour la mettre en place. Et voilà, c'est mis en place. Alors je suis pas certain que ce soit parfaitement le bon modèle. Il est un petit peu plus long que l'autre, que j'avais déjà sur un siège de Corrado passager. Mais dans tous les cas, ça fera bien comme ça. Et la ceinture, au moins, elle coulisse bien le long de la poignée. Elle ne reste pas bloquée derrière, ce sera un petit peu plus pratique. Bon, il y a quelques mois maintenant, j'ai acheté tous ces autocollants de type origine, enfin qui sont censés être d'origine. Alors malheureusement, il n'y a pas de plan avec pour savoir où ils vont. J'en ai enlevé certains lorsque j'ai fait la peinture, donc je sais certains où ils vont. J'ai pris des repères, j'ai pris des photos. Donc du coup, je vais mettre déjà les premiers que je sais. Donc déjà le premier, le gros blanc, là, je sais qu'il va sur le plastique, le plastique du ventilateur à l'avant, dans le moteur. Donc je vais commencer déjà par ça. Donc avant et jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever, nettoyer et remettre les nouveaux autocollants. Je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà après avec les nouveaux autocollants. Alors la différence, elle se situe au niveau du jaune, c'est pas tout à fait celui qu'il y avait avant. Normalement il va en dessous de celui-ci, mais c'est pas grave, ça fait bien comme ça aussi, ça fait propre, c'est écrit la même chose, sauf que la référence ici en bas c'est pas exactement la même. Mais dans tous les cas ça suffira largement, ça fait bien propre et au moins ça rend un schéma d'origine. Ici c'est le schéma de toutes les durées de dépression, donc c'est quand même bien pratique de l'avoir. Maintenant, je vais m'occuper de l'ISV. Alors, comme on peut voir, il est d'époque, c'est un vrai, c'est un VDO. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout le brosser de ce côté-là, enlever l'ancienne étiquette. J'en ai une nouvelle qui viendra à la place, donc ça fera un coup de propre. Et je vais aussi mettre 2-3 autres collants à d'autres endroits qui n'y sont plus de toute façon, donc je ne peux pas vous montrer avant-après. Bon, voilà, j'ai tout brossé l'ISV d'origine, j'ai remis une étiquette dessus. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu choquant, enfin pas choquant, mais c'est vrai que ça fait
une étiquette blanche, ça se voit vachement, bon c'est pas très grave. J'ai aussi mis l'étiquette de distribution, j'ai mis la date, octobre 2021, et les kilomètres 138 000, comme ça on saura pour la prochaine fois. J'ai remis les étiquettes sur la bobine là-bas, un peu style origine. J'en ai rajouté un ici qui me plaisait bien, alors je sais pas s'il est d'origine, mais en tout cas il me plaisait bien, j'ai avec le logo en tout cas la forme du compresseur, j'aimais bien. J'en ai mis aussi un petit sur l'alternateur, bon je sais pas si c'était une bonne idée, mais on verra par la suite. J'ai aussi mis le petit ici pour le réglage des phares. J'en ai mis un autre ici sur le moteur de ventilateur avec la flèche. Bon, il était là, donc je l'ai posé. J'ai remis les autocollants de carburant dans la trappe à essence, alors celui de carburant et celui aussi pour les pneus. Alors j'ai vu aussi que ça existait dans les intérieurs de porte, dans l'intérieur de porte conducteur. Moi je vais peut-être le polir, enfin en tout cas bien le nettoyer un peu plus tard, c'est pas encore fait. Donc du coup je l'ai remis dans la trappe à essence comme c'était avant, c'est pas gênant. Ça existe dans d'autres voitures, donc je pense que c'est quand même bien qu'il soit positionné. En tout cas c'est bien qu'il existe dans ce cas-là. Et enfin j'ai mis ce petit autocollant à l'arrière qui était fourni avec. Alors c'est vrai que je suis pas trop fan des autocollants sur la carrosserie ou même sur les vitres de manière générale. Celui-ci je le trouvais sympa. Bon, de toute façon si ça me plaît plus trop par la suite, eh ben, je supprimerai. J'aurais bien mis un autocollant aussi Manu Classic Car, malheureusement ceux que j'ai ils se mettent tous à l'extérieur. Celui-ci est collé par l'intérieur de la vitre, donc on va dire qu'il devrait se dégrader normalement un peu moins vite. Et puis bon, mon logo, c'est vrai que j'ai peur que ça fasse un peu tache, les couleurs sur du rouge. Je verrai, je ferai peut-être un essai. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Au moins ça permettra de garder un souvenir pour la voiture. Bon, le prochain propriétaire pourra très bien l'enlever, mais bon. Pour les autocollants, c'est à peu près bon. Il m'en reste plein d'autres que j'ai pas mis ou même qui sont inutiles pour mon modèle. C'est un peu dommage d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'en ai oublié. Et sinon, ben, moi je vais passer à autre chose. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je disais au début de cette vidéo, je me suis un petit peu embourbé dans les films, ça durait un petit peu trop longtemps, donc je vous ai coupé les vidéos en plusieurs morceaux. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de trouver le dernier problème, en tout cas on essaiera de trouver, je vais le trouver c'est sûr, mais en tout cas je vous montrerai mon cheminement pour le trouver. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi finir de monter bien sûr le poste, tout ce système audio, et tout ce qui reste bien sûr aux alentours. Il m'est arrivé aussi un souci, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Bon, c'est presque réglé, mais dans tous les cas c'était quand même un petit coup dur pour moi. Et puis en attendant, ben, n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo elle vous a plu, à commenter pour me laisser vos avis ou même me donner des conseils ou même me poser des questions. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper la suite et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!